Bonjour Cécile. Bonjour. Vous avez accepté de parler de l'effet de votre psychanalyse sur votre vie professionnelle. Effectivement, j'ai commencé mon analyse à la fin de mes études de philosophie. Je venais de passer l'agrégation à Paris, j'arrivais au Mans et j'avais obtenu une bourse pour faire ma thèse à Paris 4. Et donc j'ai commencé l'analyse à ce moment-là. Alors je voulais d'abord parler un petit peu de mon choix de la philosophie. Ce qui m'a plu dans cette discipline, en un sens, c'est son caractère de matière totale. Parce que finalement, la philosophie, de ce point de vue-là, n'est pas une matière qu'on pourrait dire modeste, puisque son objet n'est ni plus ni moins de penser la totalité du réel, de conceptualiser le réel dans toutes ses dimensions et par là même évidemment de lui donner un sens ou en tout cas de confronter les différents sens possibles du réel. Et donc je pense que ce qui m'a plu quand même en arrière-fond dans cette discipline, c'est quelque part la maîtrise, en tout cas le sentiment de maîtrise qu'elle pouvait conférer à celui qui en faisait. Si je réfléchis aux raisons plus profondes pour lesquelles finalement je me suis dirigée vers cette discipline, c'est certainement parce qu'à une époque de ma vie, en tout cas, ça répondait à un besoin de maîtrise. À un moment de ma vie, un événement a eu lieu qui n'était pas, c'était pas un événement qui était triste en lui-même, mais c'est un événement qui m'a plongée vraiment dans un désarroi très grand, voire même dans un profond désespoir. Et pour le coup, ni les relations amicales, ni la relation amoureuse forte et belle pourtant dans laquelle j'étais, et ni même la réussite professionnelle, en tout cas, ne réussissait à apaiser l'effet de cet événement sur moi. Je me sentais complètement impuissante. Et là, je voyais bien que ni la réflexion ni l'affection n'étaient un recours possible. Et donc, c'est à cette occasion que je me suis tournée vers l'analyse, qui est pour moi une pratique très étrangère, justement par le lâcher-prise quand même qu'elle suppose. Parce qu'effectivement, dans l'analyse, les choses arrivent comme elles viennent. On n'est pas censé avoir préparé son discours avant d'en parler à son analyste. Et donc, de ce point de vue-là, c'était pour moi quand même la rencontre d'une altérité forte, mais qui était nécessaire parce que le reste ne marchait pas, quoi. Le reste échouait. Si je prends quand même un petit peu de recul par rapport à mon propre travail de recherche en philosophie, je suis obligée de reconnaître qu'en fait cette question de la maîtrise, de la puissance et de l'impuissance était déjà extrêmement présente dans mon travail de recherche, puisqu'en fait en DEA j'ai quand même travaillé sur la puissance chez Spinoza et Pascal, et ma thèse portait sur les notions de puissance et d'impuissance chez trois auteurs du XVIIe siècle, qui étaient donc Descartes, Spinoza et Hobbes. Souvent en philosophie, on oppose la volonté et la puissance. Descartes serait le philosophe de la volonté, Spinoza serait le philosophe de la puissance. Et on fait comme si les deux devaient nécessairement s'exclure. Soit on est dans la potestas et on considère qu'il y a une volonté libre qui peut vraiment rompre avec l'ordre de la nécessité. Et donc finalement tout n'est qu'une question de volonté, on veut ou on ne veut pas. Soit on considère, et c'est comme ça que longtemps Spinoza a été compris, que la volonté, c'est quelque chose de complètement illusoire et qu'en fait, on ne peut être que dans une puissance potentia, c'est-à-dire finalement une puissance qui se déploie sans réserve et sans reste, mais qui doit s'inscrire dans l'ordre de la nécessité. Et souvent, on oppose les deux. Et moi, finalement, le propos dans ma thèse, ça a été de dire que quand on veut avoir un pouvoir sur son existence, en fait, il faut nécessairement articuler les deux et que la volonté tout n'est pas qu'une question de volonté, la puissance n'est pas qu'une question de volonté. Et de ce point de vue-là, ce que je vivais à l'époque illustrait quand même de manière assez douloureuse cette réflexion qui était la mienne en philosophie
et qui, en même temps, effectivement, trouvait à la fois un écho et une forme de solution dans l'analyse. La question de l'impuissance a certainement été comprise par moi d'une manière plus fine par le travail que je menais en parallèle avec mon analyste. Après avoir soutenu ma thèse, en fait, j'ai continué un petit peu, j'ai continué à faire de la recherche, mais quand même, progressivement, mon travail de recherche a laissé la place à mon deuxième métier, qui est maintenant mon métier principal, à savoir mon métier d'enseignante. Donc, je suis professeure de philosophie en lycée, j'ai des grands élèves. Quand j'ai commencé donc à enseigner en terminale, j'ai aussi eu un autre rapport à l'analyse. J'ai continué mon analyse, mais parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler en cartel. Là aussi, pour ce métier d'enseignante, je ne peux que faire le constat que le travail en cartel et l'analyse ont eu des effets quand même très décisifs. Et ces effets, ils sont vraiment liés à la manière de transmettre le savoir. Parce qu'en fait, effectivement, déjà dans l'analyse, j'ai pu constater que, en fait, finalement, on n'arrive pas avec son savoir, on arrive plutôt avec quelque chose que l'on ne sait pas ou que l'on sait à son insu. Et en cartel, j'ai aussi, l'expérience du cartel a été quand même un petit peu troublante pour moi, puisqu'effectivement, moi, j'arrivais dans le cartel en me disant, crayon en main, je vais prendre des notes, comme une étudiante. Et donc, je suis sortie complètement déroutée des premières séances, parce que j'ai constaté que ça n'allait pas du tout se passer comme je l'avais prévu, que les choses se faisaient beaucoup sur le mode de la conversation. J'en repartais pas avec des théories précises et sur Lacan, sur Freud. Et de ce point de vue-là, ça a vraiment fait écho à ce que je pouvais vivre en cours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le lycée où j'étais à l'époque, j'avais des élèves, alors qu'on nomme un peu trop rapidement à mon goût des élèves difficiles, mais qui pour le coup sont réellement en général en difficulté. Et très clairement, pour ces élèves, l'acquisition du savoir n'était absolument pas une valeur en soi. Avec eux, je ne pouvais absolument pas procéder comme je procédais avec mes étudiants à l'université, c'est-à-dire quand même sur le mode du cours magistral. Et donc j'ai constaté que, voilà, avec ces élèves-là, ça marchait plus par infusion que par injection, si on accepte cette image. Donc l'analyse et les cartels, pour moi, ont proposé vraiment, m'ont montré qu'il existait une autre manière de réfléchir, une autre façon d'attraper le savoir, qui ne se situait pas dans la maîtrise. Et de ce point de vue, je pense que ça m'a aidée à appréhender les élèves d'une autre façon. Donc pour ces élèves, en fait, la dimension pédagogique est absolument essentielle. Il ne s'agit pas juste d'avoir un savoir, il s'agit aussi d'être capable de le transmettre d'une certaine façon. Et pour ces élèves, ça ne peut pas marcher si on ne trouve pas un point d'accroche dans leur existence et si on n'accepte pas quand même un minimum, et de manière évidemment cadrée, mais de les suivre eux dans ce qui n'est même pas un cheminement, mais ce qui est ce à quoi la notion les renvoie. À un moment, il faut partir de ce que eux savent, même si c'est pas très cohérent, même si c'est très incomplet, même si c'est pas très bien formulé, mais c'est la condition pour construire quelque chose avec eux, puisqu'il ne s'agit pas, encore une fois, de leur transmettre de l'extérieur un savoir qui, pour eux, ne fait pas sens et en plus n'a pas particulièrement de valeur. Et à ce propos, effectivement, je me souviendrai vraiment toujours d'un cours que j'ai pu faire au lycée Sud. Donc j'avais des élèves de classe industrielle, les systèmes motorisés, autrement appelé SM, et donc c'était un cours sur l'art, l'art était au programme, je les avais 2 heures par semaine, donc l'après-midi ils étaient en bleu de travail sur les moteurs, et puis le matin ils avaient des cours, on va dire, généraux, et donc cours sur l'art, introduction, et donc je leur dis, donnez-moi, on va partir
de vos propres exemples. Donnez-moi des exemples d'œuvres d'art. Et quelles qu'elles soient, dans tous les champs que vous souhaitez, voilà, qu'est-ce qui pour vous est une œuvre d'art? Et là, j'ai un élève qui lève la main et qui me dit les ronds-points. Il faisait allusion aux sculptures qui parfois, effectivement, sont placées sur des ronds-points. Ça montre juste, effectivement, que j'aurais pas pu arriver avec mes livres d'art, la musique, avec la culture classique et leur proposer comme ça de l'extérieur, ça n'aurait pas marché. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que en partant de ça, en discutant avec lui de déjà quelle sculpture, est-ce que toutes les sculptures sur tous les ronds-points méritent vraiment le nom d'œuvre d'art, etc. À la fin quand même du cours, enfin pas de ce cours-là, mais à la fin de plusieurs séances, du cours sur l'art, j'ai pu leur montrer des tableaux de Bacon, leur faire écouter des suites de Bach sans susciter le rejet et même bien au contraire. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont possibles, mais pour ça, ça suppose d'envisager le savoir autrement et je pense que l'analyse et le travail en cartelle là-dessus ont été vraiment décisifs. Alors, la psychanalyse et le travail en cartelle m'ont aussi permis de modifier, alors cette fois-ci, non pas mon approche de la transmission du savoir, mais plus mon approche de certains élèves dont très visiblement le rapport à l'existence pouvait être compliqué. Autrement dit, on a forcément des élèves qui vont mal. Et je pense que si je n'avais pas fait d'analyse, si je n'avais pas travaillé en cartelle, je n'aurais sûrement pas, je les aurais quelque part pas traités exactement de la même façon. Il y a quelques années, j'avais une élève qui n'allait pas bien, qui se maquillait de manière très, très marquée. C'est-à-dire qu'en fait, elle parlait fort, elle disait des grossièretés qu'on n'est pas censé dire devant un professeur. Donc tout se passait comme si ça ne m'était pas adressé. Mais je pense que j'étais pour elle quand même un interlocuteur finalement privilégié. Et cette élève, au début, m'a posé vraiment problème puisqu'elle elle me renvoyait à quelque chose de vraiment difficile à supporter. Elle m'agaçait énormément. Elle avait vraiment une prise sur moi. Et donc très vite, je me suis dit qu'il fallait que je me positionne sûrement d'une certaine façon. Et là, je pense que vraiment, c'est la psychanalyse qui m'a aidée. J'ai essayé de la considérer comme une singularité vraiment en souffrance. Alors non pas pour l'installer définitivement dans sa souffrance, mais prendre en considération qu'elle arrivait aussi avec plein de choses qui n'étaient pas du tout dirigées contre moi. Et puis extérieurement, en étant beaucoup plus patiente que ce qu'on est censé être face à certaines grossièretés, à certaines formes d'insolence, et effectivement à ne pas remettre des sous dans la machine, à ne pas être sur le mode de la surenchère avec elle. Et finalement, ça a permis, comme moi j'ai modifié mon positionnement nécessairement, elle a aussi modifié le sien, et ça a permis effectivement que l'année se passe sans trop d'accrocs et que les choses, qu'elle puisse justement arrêter d'être sur un mode finalement personnel avec son professeur et qu'elle s'installe davantage dans son statut qui est quand même celui d'un élève qui doit apprendre un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour passer les épreuves à la fin du bac. Mais autant mon métier impliquait que ce soit le discours de l'autorité qui soit la solution a priori appropriée, et là le discours d'autorité ne fonctionnait pas du tout. Et de ce point de vue, effectivement, l'analyse m'a appris à être patiente, à ne pas exiger des résultats immédiats, tangibles, et que donc il faut savoir accepter le rythme de l'autre en fait. Mais je crois quand même que ces élèves-là, qui sont en difficulté dans leur vie, qui sont aussi en difficulté à l'école, il faut réussir effectivement à susciter un désir, et pour susciter ce désir et la volonté de travailler qui devrait en être le corrélat, il faut réunir un certain nombre de conditions, et ces conditions, elles ne peuvent être réunies que dans une temporalité qui peut quand même parfois être longue et qui suppose quand même une attention à leur singularité. Et de ce point de vue-là,
effectivement, l'analyse, quand même, voilà, elle se préoccupe de ce qui ne marche pas, elle se préoccupe de la singularité. La singularité de l'élève à laquelle j'essaye vraiment d'être attentive, même si encore une fois, c'est pas forcément très simple quand on en a 35 dans la classe singularité. Cette singularité, j'ai aussi compris qu'elle se donnait, et ça je l'ai compris aussi grâce à la psychanalyse, qu'elle se donnait plus dans la présence de l'élève en cours, au lycée, quand il sort de classe, quand il rentre dans la classe, peut-être plus dans cette présence comme ça qui nous donne un certain savoir sur lui, mais qui n'est jamais un savoir total et donc de ce point de vue-là, voilà, la boucle est bouclée par rapport à cette question du renoncement à une maîtrise totale et qui pour moi est quand même l'apport décisif de l'analyse dans mon existence.